L'Ukraine est en plein paradoxe ces jours-ci. Paradoxe parce que d'un côté, l'armée russe pilonne littéralement certaines zones du Donbass, on va le voir dans un instant, et que de l'autre côté, vous le voyez, la vie reprend, ou tente en tout cas de reprendre un cours normal, notamment à Kiev. Alors avant de voir les images de cette vie qui reprend, d'abord ces images de Severodonetsk. On en parlait à l'instant, l'ennemi mène des opérations d'assaut parce qu'effectivement, on le voit, la tension n'a jamais été aussi forte actuellement dans le Donbass. La Russie met, si j'ose dire, le paquet, notamment avec des lourds combats de rue. Nous pensons que la ville résistera, dit le maire de la ville. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est un vœu pieux ? C'est un vœu pieux, c'est un espoir politique, c'est un enjeu d'identité nationale, de sécurité, de souveraineté. Les Russes poussent très fort, indiscutablement depuis presque une dizaine de jours, la situation bascule ou évolue, plutôt, semble-t-il, à l'avantage de la Russie, mais les Ukrainiens sont chez eux, les Ukrainiens ont le droit pour eux, les Ukrainiens ont une coalition de pays de l'UE et de l'OTAN qui les soutient, qui livre des armes. Et la bataille s'annonce longue, mais il est difficile de durer. Et un des enjeux de la bataille, c'est aussi l'arrière, c'est-à-dire ici les opinions dans les pays qui livrent des armes à l'Ukraine. Pierre Laurin, vous êtes journaliste et écrivain, spécialiste de l'URSS. Quand on voit du coup cette méthode russe qui a lieu là, il y a cette phrase aussi que j'aimerais vous citer. La Russie a engagé tous ses moyens pour empêcher toute communication entre la région et l'Ukraine. De quoi parle-t-on exactement? C'est quoi cette méthode russe? C'est vraiment savamment calculé de la part de la stratégie militaire? Bien, du point de vue de la stratégie militaire, je pense que c'est assez classique. Effectivement, c'est une opération de prise en tenaille des forces adverses. Donc, effectivement, il s'agit de couper les forces ukrainiennes qui sont dans cette partie du reste de l'Ukraine, de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir de ravitaillement et qu'il ne puisse pas y avoir de communication, d'armement, etc. Ça veut dire que pendant longtemps, on a jugé que l'armée russe, elle avançait un petit peu à tâtons, qu'elle n'était pas forcément bien préparée, que même le commandement n'était pas réellement sérieux. Là, il semble que ça démontre le contraire. C'est-à-dire qu'au début, il y avait 3 zones d'activité séparées pour l'armée russe, qui n'étaient pas sous le même commandement, qui n'avaient pas les mêmes objectifs. Et là, effectivement, c'est l'objectif principal qui a l'essentiel des efforts de l'armée, avec un commandement unique qui a été établi le mois dernier et qui semble effectivement fonctionner et porter des fruits. On fait état de bombardements constants, notamment à Severodonetsk. Sébastien Maillard, c'est ce qu'on appelle une guerre d'usure, c'est-à-dire que justement, certes, les bombardements s'intensifient, mais ils sont constants et ça dure depuis des semaines et des semaines. Oui, on voit bien que les Russes mettent, vous l'avez dit vous-même, tout le paquet avec l'artillerie lourde sur ce bassin minier du Donbass, qui est vraiment un but de guerre pour eux. Et c'est frappant d'ailleurs de voir aussi que le ministre russe des Affaires étrangères vous accorde une interview au moment où effectivement la Russie peut peut-être espérer afficher quelques victoires. Il va aussi donc s'exprimer à la veille d'un Conseil européen qui se tient demain et après-demain. Notamment pour parler du pétrole, on va en discuter. Et ça, c'est, je pense, aussi important dans ce dialogue qui existe toujours entre la Russie et l'Union européenne. On a vu Emmanuel Macron et le chancelier Scholz s'entretenir avec lui tout récemment. Donc oui, le dialogue existe pour essayer de trouver peut-être une solution diplomatique, mais la Russie essaie de prendre cette négociation à un moment où elle peut être dans une position avantageuse. Et c'est tout l'enjeu, ça a été rappelé, d'apporter suffisamment d'armes aux Ukrainiens pour résister. On voit bien qu'ils sont en attente. L'Union européenne est en train d'en envoyer. La Lituanie a promis des drones. Le Danemark aussi des lance-missiles. Donc c'est tout un enjeu important pour donner les moyens à l'armée ukrainienne de continuer sa résistance dans la durée, puisqu'on ne peut pas négocier avec un tel rapport asymétrique. Bien sûr. Caroline Didier, vous êtes présidente de l'ONG Dog for Ukraine, si je ne m'abuse, si je l'ai bien prononcé, j'espère. Parfait. Là, actuellement, dans cette région, Severodonetsk, il y avait à peu près 100 000 personnes avant la guerre. Aujourd'hui, ça veut dire que qu'est-ce qu'il en reste? Dans quelles conditions ils vivent, puisque ces bombardements sont incessants et que les conditions, évidemment, de vie sont très, très compliquées? Alors nous, de notre côté, on essaye de les aider en acheminant donc des médicaments, du matériel médical, mais aussi de l'alimentaire.
On a donc des bénévoles qui vont sur place et aussi des bénévoles qui viennent chercher à l'entrepôt là où on est installé. Ce sont des gens qui ne peuvent pas partir parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Parfois, ils n'ont même pas de quoi acheter du pétrole parce qu'ils ont de la famille sur place, des personnes âgées qui ne peuvent pas abandonner. Et d'ailleurs, certains ne le veulent pas, ils veulent rester chez eux et déplacer. Oui, et déplacer des personnes âgées, parfois, c'est très compliqué aussi. Souvent, il y a le problème aussi des médicaments. Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas abandonner leur terre, qui veulent défendre leur pays et qui ne veulent pas partir. Voilà. Pierre Verluise, il y a aussi cette ville de Lysychansk, qui est non loin de Kramatorsk. Là aussi, on décrit une situation très difficile. Donc c'est ça, la stratégie russe, c'est de ville par ville, d'aller pilonner et d'avancer ? La stratégie russe sur le long terme, vue de Moscou, c'est d'empêcher l'Ukraine de suivre son chemin, d'empêcher l'Ukraine de devenir un État de droit, une démocratie, de se rapprocher possiblement de l'Union européenne, voire pire encore, vu de Moscou, de l'OTAN. Et donc pour cela, il faut occuper le terrain et mettre non plus des cailloux, mais des tonnes et des tonnes de bouts de verre dans les chaussures de l'Ukraine pour l'empêcher, détruire tout ce qu'il y a à détruire, casser les hommes, casser les femmes, casser les enfants, pour être en position d'empêcher, aux frontières de la Russie, un État venu de l'ex-URSS devenir autre chose qu'un fantôme de l'ex-URSS, devenir un État de droit, une démocratie, une économie de marché, satisfaire des besoins élémentaires d'éducation, de santé, et c'est ça l'enjeu. Donc s'il faut bombarder, on bombarde. S'il faut violer, on viole. Et comme en réponse à ça, il y a une image que j'aimerais quand même vous montrer, c'est celle de Volodymyr Zelensky, qui était justement à Kharkiv, c'est-à-dire techniquement à l'est du pays. Et c'est la première fois qu'il se rend sur place. On l'a vu là, vous le voyez, aux côtés des combattants. Est-ce que ça aussi, c'est une manière de dire, ça a beau être l'endroit le plus dangereux de l'Ukraine, en tant que président, je ne peux pas ne pas y aller parce que la situation est critique. Et aussi, je veux montrer que l'Ukraine n'a pas peur, que malgré les conditions qui sont déplorables, on restera là, on restera mobilisé. Et c'est un peu sur cet endroit que tout se concentre. Oui, c'est un homme de communication. C'est aussi un homme politique. Il a du cran. Il en a étonné plus d'un ces derniers temps. Je ne saurais trop conseiller la lecture de l'ouvrage de Régis Janté et M. Sohan aux éditions qui s'appelle Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros, si je ne me trompe pas, et qui est un ouvrage tout à fait éblouissant sur le parcours du président, qui était à l'origine un acteur, puis devenu un homme politique, et là maintenant un chef d'État, et il marque le terrain. Il est à l'endroit le plus dangereux pour montrer qu'il y est et qu'il a le courage politique d'être à sa place. Sébastien Maillard, ça a une importance clé, là, cette présence de Volodymyr Zelensky sur le terrain à l'est. Oui, alors Kharkiv, c'est quand même moins dangereux que le Donbass. Bien sûr, d'autant que la ville a été reprise par les Ukrainiens et que le danger est moindre. Quelque part, il montre... et effectivement, c'est une ancienne capitale de l'Ukraine, Kharkiv. Deuxième ville du pays. C'est important de s'y montrer. Il sera d'ailleurs aussi en visio demain avec les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour le sommet européen. Ça montre à quel point déjà il est à la table des Européens pour préparer aussi déjà la reconstruction de ce pays, puisque un des enjeux du sommet de demain, ça va être aussi de voir comment on va financer et aider l'Ukraine, non seulement à long terme pour la reconstruction et le rapprochement avec l'Union européenne, mais aussi dans les médias. C'est un pays qui est à la tête d'un État qui a des problèmes de liquidité, qui a des problèmes de fin de mois, si je puis dire. Donc à la fin juin, on sait que l'Ukraine a énormément besoin de milliards d'euros pour ne pas être en défaut de paiement. Et un des enjeux du sommet de demain, ça va être de lui fournir des prêts à taux avantageux, à taux très très souples, pour permettre à l'Ukraine d'être en condition d'honorer ses paiements, de toujours être crédible face aux institutions financières pour ses propres marchés. Et ça, c'est un enjeu aussi de ce sommet. L'Union européenne entend être le premier bailleur de l'Ukraine.
Pierre Laurent, ce que dit Sébastien Maillard est intéressant parce qu'en effet, quand on voit Volodymyr Zelensky là, aux côtés des combattants, il n'est pas qu'aux côtés des combattants pour dire continuez de vous battre, il est aussi dans les ruines de Kharkiv pour dire la Russie, regardez un petit peu ce qu'elle a fait, il faut nous aider parce que déjà il faut reconstruire et il faut nous aider à lutter contre ce fléau des bombes. Voilà, là l'image est assez claire. Mais c'est un sujet redondant, c'est un discours redondant depuis très longtemps. Il répète la même chose. Bien sûr, mais qu'il se rende sur place change peut-être un peu la donne. Il va, pas forcément. Effectivement, comme cela vient d'être dit, ce n'est plus un endroit particulièrement dangereux. Le véritable danger est un tout petit peu plus au sud, c'est effectivement à Severodonetsk. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire beaucoup de communication. Ce qu'il faut pour lui, c'est mobiliser l'opinion publique mondiale, quitte à la culpabiliser, quitte à dire vous ne faites pas ce qu'il faut, vous nous abandonnez, alors que c'est faux. Et il est dans son rôle. On ne peut pas lui demander autre chose. Oui. Maintenant, en ce qui concerne le fait que, enfin, les buts de la Russie, je ne suis pas d'accord avec M. Verluise parce que, en fait, pendant 8 ans, depuis 2014 jusqu'à maintenant, la Russie n'avait rien contre une Ukraine indépendante, à la seule condition que les accords de Minsk soient appliqués. Or, l'Ukraine n'a pas voulu appliquer les accords de Minsk parce que les oligarques s'y opposaient, parce que les militaires s'y opposaient, parce que les Américains s'y opposaient. Et résultat, on arrive à ce gâchis monumental, simplement parce que pendant des années, la signature du président ukrainien Poroshenko et la signature des garants français et américains, français et allemands, n'a pas été respectée pour des accords entérinés par les Nations Unies. Ce n'était pas n'importe quoi. Or, 8 ans après, on se retrouve pratiquement à la case départ. Oui, mais de là à mener une guerre, il y a quand même tout un monde. On est d'accord. Pardon ? De là à mener une guerre, il y a quand même tout un monde. Bien entendu, mais ça, je ne le conteste pas. Je pense personnellement que cette invasion n'aurait pas dû être. Elle était illégitime. Mais ce qui aurait été éventuellement légitime, puisque semble-t-il, il y avait une volonté ukrainienne d'attaquer le Donbass, laisser attaquer, ensuite riposter. Et là, les choses auraient été nettement plus claires. Caroline Didier. Oui, à Kharkiv, on voit aussi sur les images qu'il y a 90% des bâtiments qui sont, voire plus, des bâtiments civils, que délibérément les civils sont attaqués. C'est ce qui montre d'ailleurs sur les images, à travers le reportage. Et ça, c'est inacceptable. Mais là aussi, encore une fois, ces bâtiments qu'on voit qui sont totalement éventrés, ça veut dire que les populations soit ont fui, soit ont été relogées, soit sont toujours en attente de quelque chose. C'est aussi une manière de mobiliser, encore une fois, l'opinion publique et les étrangers pour dire stop, il faut vraiment y mettre un terme. On peut imaginer les personnes qui sont aussi dans les hôpitaux. Parce que ça veut dire qu'il y a quand même une extrême majorité qui sont des civils, qui sont des populations qui ne devraient pas être touchées. Et donc, c'est un appel aussi à l'aide à ce niveau-là. Certainement, mais là, il y a également un double langage un peu fâcheux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander, comme au début des combats, et même jusqu'à très récemment, à la population de s'armer, et ensuite dire ce sont des civils désarmés. C'est bon, on ne peut pas faire la différence. Comment faire la différence entre un civil qui a une arme et un civil qui n'a pas une arme ? Quand vous avez 90% de Mariupol qui est éradiqué, et encore 90% c'est léger, on ne va pas dire que les enfants et les femmes sont armés et qu'elles se défendent. Le problème dans une guerre, quelle que soit la guerre, et les populations de Normandie, il y a 80 ans, en savent quelque chose, c'est que on ne peut pas faire la différence entre un poste militaire qui sert à orienter les tirs de l'artillerie ou autre, et l'entourage qui est peut-être civil, effectivement. Mais ça, dans les guerres, c'est ce qu'on appelle les pertes collatérales. Oui, et en Irak en particulier, à Sarajevo notamment, mais également à Belgrade, l'OTAN ne faisait pas non plus beaucoup la différence. La Première Guerre mondiale, il y avait 5%. Il y avait 5% des civils qui étaient touchés. Là, on est à 90%. Ils savent peut-être pas très bien tirer les Russes. Madame, enfin, c'est pas 90%. Actuellement, le décompte de l'ONU officiel sur toute l'Ukraine pour les civils, c'est à peu près 7000 morts. Il y a combien d'hôpitaux qui sont touchés actuellement ?
On ne peut pas savoir combien il y a d'hôpitaux dans la mesure où on ne sait pas si ce sont des hôpitaux qui sont réellement en service ou si ce sont des anciens hôpitaux qui servent de centres. Alors quand ce sont des hôpitaux d'enfants et des femmes qui accouchent, on sait que ce sont des hôpitaux pour les civils. On ne pourra pas vous mettre d'accord là-dessus. Non, là-dessus non. Et effectivement, c'est malheureux. Je suis d'accord que si ce sont des frappes volontaires sur des hôpitaux désarmés, c'est inexcusable et ce sont des crimes de guerre. Dans le cas contraire, non. Pierre Verluise, une question. Sur ces images, on a vu de Volodymyr Zelensky à Kharkiv. Est-ce qu'on pourrait imaginer que pour marquer encore davantage les esprits et pour mobiliser la résistance, il puisse aller encore plus à l'est, peut-être même dans des villes qui sont activement frappées ou touchées par les bombardements russes ? C'est une prise de risque. Si on se souvient qu'il n'a jamais quitté Kiev, alors même que Kiev était attaqué. Donc on pourrait peut-être imaginer qu'il aille un petit peu plus loin encore. Est-ce que c'est une possibilité selon vous ? Ou un trop grand danger ? Il est le seul à pouvoir répondre à cette question. Nous, de notre côté, ce qui est compliqué, c'est de concevoir comme ça à distance un conflit qui a un prix humain élevé et qui, petit à petit, le temps passant, va de plus en plus nous diviser au sein même des pays de l'Union européenne, parce que nous n'avons pas tous la même compréhension. Et la Russie utilise la diversité de cette compréhension pour essayer d'affaiblir, par exemple, les livraisons d'armes à l'Ukraine. Sébastien Mayer, si on part du principe que, certes, le Donbass est un secteur clé en ce moment, admettons que la Russie, d'ici quelques semaines, arrive à globalement étendre son emprise sur l'ensemble du Donbass. Est-ce que ça peut suffire à régler le conflit une bonne fois pour toutes ? Est-ce que Vladimir Poutine peut s'en contenter ? Est-ce que Volodymyr Zelensky, de l'autre côté, peut le lui accorder ? Alors ça, c'est la question difficile. C'est aux parties prenantes, aussi bien ukrainiennes et russes, d'y répondre. On voit bien que le bassin minier du Donbass est un but de guerre de Vladimir Poutine, mais au départ, il a quand même, le 24 février, livré la guerre à l'ensemble du pays. On voit aussi qu'il vise aussi Odessa et toute la bonne côtière de l'Ukraine pour rejoindre peut-être la Transnistrie. Donc peut-être qu'il ne se contentera pas du Donbass. On voit là qu'il veut effectivement obtenir une victoire et arriver aussi à refaire ses forces. Mais la question, et Pierre Verluise l'a souligné, c'est d'arriver, nous, à tenir dans la durée et à ne pas se diviser. Et l'enjeu du sommet européen de demain, des 27, c'est d'arriver à remontrer un front uni, puisque là, on voit qu'au fur et à mesure que les sanctions se durcissent, on est en train de négocier un 6e train de sanctions, et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ce 6e train de sanctions, il a été présenté par la Commission européenne début mai. On est maintenant le 29 mai. C'est la première fois qu'on met autant de temps. Et au moment où nous parlons, les ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne sont réunis à cette heure même, depuis 16 heures, à Bruxelles, pour essayer à nouveau de se mettre d'accord, notamment vis-à-vis de la Hongrie, qui fait des siennes pour essayer de faire monter les enchères et obtenir des concessions là-dessus. Si au sommet européen de demain, Vladimir Poutine voit une Europe divisée, là, effectivement, il a déjà un peu gagné, puisque c'est seulement avec une Europe unie et unie avec l'Ukraine que l'on peut vraiment emporter cette bataille, qui est effectivement une bataille qui porte sur nos valeurs, sur la démocratie et sur le fait que l'Ukraine a le droit à choisir son destin. Et ça, c'est fondamental pour l'Europe de tenir dans la durée, et que c'est les sanctions qu'elle inflige à la Russie, dont elle effectivement, on a souvent parlé en France aussi du pouvoir d'achat, que dans quelque sorte on est aussi quelque part victime collatérale, mais jusqu'à quel point on peut arriver à faire en sorte que on accompagne cela pour tenir dans la durée de manière unie. Alors ça, c'est ce qui se passe sur le terrain diplomatique, mais sur le terrain physique, c'est vrai que les combats font toujours rage, et la population, elle semble tenir autant qu'elle peut, parce que malgré tout, la résistance ukrainienne, elle a déjà montré qu'elle pouvait aller plus loin que ce qu'on attendait d'elle, et c'est encore le cas. Écoutez ce que disait cette combattante hier sur le plateau d'Amélie Garouer. L'ordre qui nous est donné, c'est tenir. Et ce ne sont pas que des ordres, c'est probablement aussi et surtout la volonté de nos forces, de nos gars et de nos filles, de ceux qui combattent. Personne ne veut battre en retraite. Mais il faut toujours raison garder. On ne peut pas courir avec une arme automatique contre un char. Ça n'a pas de sens. Et oui, il y a effectivement cette résistance qui tient. Et de l'autre côté, on le disait d'ailleurs en introduction, il y a cette espèce de dichotomie avec cette autre partie de l'Ukraine, notamment à Kiev, où là, la vie tente de reprendre. Et un des symboles d'ailleurs de cette reprise, c'est l'opéra de la ville de Kiev. Sur place, les habitants ont pu de nouveau sortir et assister à des représentations. Anne Seften et Frédéric Rank étaient sur place. C'est l'un
des symboles forts d'une tentative de reprise à la vie normale. L'Opéra national de Kiev a rouvert ses portes depuis il y a maintenant une semaine. Et ce dimanche, on jouait un opéra comique d'un auteur italien, Pergolese, La Serva Padrona. Alors on a rencontré les acteurs et on leur a demandé s'ils pourraient à nouveau jouer des œuvres du répertoire russe. Vous allez le voir, pour le moment ce n'est pas du tout d'actualité. C'est une question très difficile. Pour le moment, c'est un non catégorique. Que ce soit la peinture, la musique ou la littérature, tout ce qui relève du patrimoine culturel russe doit être en ce moment balayé. Il nous faut du temps. Pour moi, c'est impossible, je ne pourrai pas jouer. Pour les jours à venir et pour les années à venir, pour moi, c'est impossible. J'aime beaucoup la musique des compositeurs russes, elle m'impressionne. J'ai joué dans le passé beaucoup d'opéras de compositeurs russes, mais maintenant, je ne peux plus, parce que cela nous renvoie à notre souffrance et c'est impossible. Vous l'aurez compris, les compositeurs russes seront donc interdits ici, à l'Opéra national de Kiev, aussi longtemps que durera cette guerre. De nombreux spectateurs le voient par ailleurs comme une évidence. Une reprise encore assez singulière ce dimanche, puisque la jauge était de 300 spectateurs, là où avant l'invasion russe, elle était de plus de 1300. La précaution, nous dit-on ici, pour pouvoir procéder à d'éventuelles évacuations en cas de bombardement. Caroline Didier, c'est quand même assez frappant cette dichotomie entre ces deux parties de l'Ukraine. On a l'impression qu'on n'est même pas dans le même pays, qu'il ne se passe pas la même chose. Alors moi, les retours que j'ai, c'est que Kiev est très triste, très calme, que la vie reprend, mais sachant que c'était la même chose à Kharkiv il y a 2 semaines, qu'il y a toujours des alertes. Et que effectivement c'est peut-être plus calme à Kiev que dans le sud, mais il y a une solidarité qui s'installe et évidemment ils savent que il y a un vrai danger partout en Ukraine et que ça peut changer du jour au lendemain. Vous restez avec nous parce que dans un instant, on va essayer de comprendre pourquoi Vladimir Poutine a soudainement lâché du lest concernant le blé ukrainien, alors même qu'il disait vouloir bloquer les céréales dans les ports de la mer Noire. À tout de suite. 16h30 sur LCI, merci d'être avec nous. Ce qu'on va observer dans les jours à venir, c'est l'effort diplomatique qui est à l'œuvre pour l'Ukraine. Peut-on imaginer une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine? Emmanuel Macron et Olaf Scholz l'appellent de leur vœu, en tout cas. Ils en ont parlé d'ailleurs avec lui au téléphone, ils l'ont appelé hier. Ça ne risque pas d'arriver tout de suite, car le ton de Volodymyr Zelensky est en tout cas tout sauf apaisé pour le moment. Écoutez ce qu'il disait ce matin au sujet de l'envahisseur russe. Je ne cesserai de rappeler au monde qu'il est nécessaire de reconnaître enfin officiellement la Russie comme un État terroriste, un État sponsor du terrorisme. C'est tout bonnement vrai, c'est honnête et cela reflète la réalité quotidienne que les occupants ont créée en Ukraine et qu'ils sont impatients de transposer en Europe. Et cela doit être consacré juridiquement. Bon, Sébastien Maillard, quand on entend ce genre de propos, on se dit que ça semble quand même mal engagé pour une discussion. Est-ce qu'on peut se dire qu'il faut que le dialogue soit apaisé et que là, pour l'instant, ça n'est pas possible? Ça semble effectivement difficilement possible. Ce qui est bienvenu, c'est qu'il y ait une initiative franco-allemande, puisque depuis le début de cette guerre, on a bien sûr, le président Macron a été très actif et il préside, on le sait, le Conseil de l'Union européenne, mais on n'a pas vu beaucoup de franco-allemands dans cette affaire. Donc c'est important qu'il y ait eu ce coup de fil conjoint. La France, beaucoup. L'Allemagne, moins. Oui, mais de manière conjointe. Voilà. C'était, à ma connaissance, depuis le début du conflit, il n'y a pas eu de telle initiative où les deux étaient vraiment présents de manière conjointe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En revanche, est-ce que c'est le moment pour la négociation? Je ne sais pas, parce que le rapport de force, pour le moment, est effectivement à la défaveur de l'Ukraine tel que se déroule actuellement la bataille. Donc, j'imagine que le président Zelensky n'a pas envie de se retrouver dans une négociation avec un président russe qui est en position actuellement de force dans le Donbass. Deuxièmement, est-ce que la négociation doit se faire juste entre deux directement? Une négociation, parfois, ça peut être utile d'avoir un tiers neutre. On a vu d'ailleurs le président Erdogan s'essayer à ce jeu-là. Le Vatican a proposé ses services. Enfin, il faut parfois avoir un tiers pour une négociation honnête plutôt qu'entre deux ennemis. Donc peut-être qu'il faudra encore effectivement un peu de temps. Pierre Laurin, vous qui êtes auteur de L'Ukraine, une histoire entre deux destins aux éditions Bartilla. Là, un peu, c'est le destin qui va se jouer. Si jamais il y a une rencontre entre Zelensky et Poutine, ça peut clairement tout changer. Malgré tout, ça fait des semaines, voire des mois qu'on appelle cette réunion à se produire et elle n'a jamais lieu. Est-ce qu'on a des chances d'y arriver finalement?
Et tout dépend, en fait, réellement de Volodymyr Zelensky et d'un État dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, des États-Unis. Les États-Unis ont empêché une négociation à l'issue des négociations à Istanbul. Un accord était pratiquement trouvé, qui était simplement l'application des accords de Minsk. Donc, le Donbass reste ukrainien avec une autonomie. L'Ukraine accepte sa neutralité, et Zelensky avait dit qu'il était d'accord sur cela. Et l'Ukraine reconnaissait que la Crimée était russe. Voilà, c'était ça le package qui avait été engagé. Et soudain, les négociations ont été interrompues parce que les États-Unis considéraient que ce n'était pas de leur intérêt, de l'intérêt de l'OTAN, d'accepter cela. Et donc, Zelensky a fait marche arrière et depuis ce moment-là, il n'y a plus réellement de négociations. Il y a toujours, attention, il y a toujours des négociations entre les parties. Mais pas directement entre les chefs d'État. Mais il n'y a jamais eu entre les chefs d'État, il n'y a pas eu jusqu'à présent. La dernière rencontre entre les chefs d'État, c'était en 2019, après l'élection de Zelensky à la présidence de l'Ukraine. Là, tout le monde parlait de paix, on était sûr qu'il y allait y avoir la paix, et puis, hélas, le président Biden a été élu et cela a contrarié beaucoup les efforts de paix dans la région. Je ne veux pas charger outre mesure les Américains, mais ils jouent un rôle qui est très, très négatif. D'ailleurs, il faut remarquer une chose, c'est que jusqu'à la semaine dernière, les Américains disaient, et les Ukrainiens, bien entendu, et les Européens derrière, que l'Ukraine pouvait gagner, que l'Ukraine allait gagner, que l'Ukraine était en train de gagner. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une aide américaine massive de 40 milliards de dollars qui devait être votée par le Sénat et par la Chambre des représentants, qui l'a été d'ailleurs. Depuis que cette aide a été votée, on n'entend plus parler de l'Ukraine va gagner, l'Ukraine peut gagner. C'est fini. Maintenant, ce que l'on dit, c'est ah ben oui, les Russes prennent des avantages, etc. Donc, effectivement, disons si aujourd'hui le président Macron et le chancelier Scholz essayent d'engager un dialogue conjoint avec Vladimir Poutine, c'est en tenant compte de ce contexte nouveau qui fait qu'effectivement, les 40 milliards étant votés, 24 milliards d'armements vont aller aux industriels de la défense américains, 16 milliards d'aides civiles, et d'ailleurs, ce sont des dizaines de milliards qui ont été donnés à l'Ukraine, et on se demande où ils sont passés, non pas depuis ces quelques semaines, mais depuis 2014. Où passe l'argent que nous investissons, nous, contribuables européens, ou les Américains investissent en Ukraine? On n'en sait rien, mais en tout cas, on sait, en revanche, que les oligarques ukrainiens gèrent réellement la politique du pays. Pierre Verluise, j'imagine que si je reprends ce raisonnement, le raisonnement de Pierre Laurent de manière un peu simpliste, ça veut dire que si demain on met devant la table Zelensky, Poutine et qu'on dit on applique les accords de Minsk, ça suffit si je suis votre raisonnement? Non, maintenant ça ne suffit plus. Alors pourquoi? Pourquoi ça ne suffirait pas? Est-ce qu'on pourrait s'en sortir avec un simple accord qu'on appliquerait et qui serait finalement un retour en arrière? Il y a plusieurs dizaines de milliers de morts entre les deux. Je rappelle quand même que c'est la Russie qui a agressé le 24 février 2022 l'Ukraine dans cette relance en fait d'une guerre qui commence en fait en 2014. Mais je voudrais souligner aussi pourquoi la France et l'Allemagne ont joué voici peu un rôle. C'est qu'en fait la France et l'Allemagne dans le jeu ukrainien vu d'Ukraine ou vu d'Europe centrale et orientale sont des pays qui étaient jusqu'ici un peu en arrière de la main. On reprochait à l'Allemagne de continuer à acheter du gaz et l'Allemagne a été debout sur les freins pour empêcher des sanctions concernant le gaz parce qu'elle en a besoin. On reprochait à la France un certain nombre de tentatives de, ouvrez les guillemets, ne pas humilier la Russie, fermez les guillemets, en maintenant un dialogue qui finalement n'a pas toujours donné des résultats. Donc en fait, vu d'Europe centrale et orientale, vu d'Ukraine, la position de la France et de l'Allemagne ne sont pas très confortables. D'où la volonté, justement, de montrer qu'on est allant et qu'on fait des gestes pour faire bouger les choses. Avec une difficulté, c'est que autour de l'argument de M. Poutine,
Pourquoi pas des négociations, mais il faut suspendre les livraisons d'armes. On met la France et l'Allemagne dans une situation difficile, le blé au lieu des armes. Donc c'est une situation qui n'est pas simple pour la France comme pour l'Allemagne à gérer par rapport au passé, par rapport au présent et encore plus par rapport à demain. Effectivement, cette négociation, si un jour elle a lieu entre les deux personnages clés de ce conflit, écoutez ce que dit justement Bernard Kouchner à ce sujet. Son but de guerre est proche d'être atteint. Oui. Alors maintenant que la ville qui était charnière est tombée, Luhan, je pense que ça va être plus facile, même si ça n'est pas facile, même si je ne souhaite pas la guerre. Comment imposer une négociation de paix lorsque les deux protagonistes ne sont pas en accord pour faire cette négociation, pas pour publier les résultats enfin, bien sûr, il y a des contacts de toute façon, mais ça n'est pas fini. Je ne crois pas que ce soit fini. Caroline Didier, même si cette négociation pouvait avoir lieu, est-ce que ce serait finalement forcément une bonne idée de mettre les deux personnages l'un en face de l'autre et de pouvoir dialoguer sans aucun intermédiaire ? Il faut analyser aussi l'intérêt pour les deux pays. Est-ce qu'ils ont envie de négocier, de s'installer autour de la table ? Ça n'a pas l'air d'être le cas. On négocie pas avec des terroristes. Vous vous rappelez bien de la phrase de Margaret Thatcher quand Zelensky dit que Vladimir Poutine et son armée sont des terroristes, c'est qu'il ne veut pas aller vers la négociation. Vis-à-vis de toutes les façons des populations qui ont été martyrisées, peut-il le faire aujourd'hui ? En tous les cas, on peut se poser la question. Voilà. Parce que vous le disiez, l'un des enjeux clés, c'est notamment l'envoi des armes par les Occidentaux. Ça, Vladimir Poutine, il ne veut pas en entendre parler. Écoutez ce que disait également Marine Le Pen à ce sujet tout à l'heure. Je pense qu'à force d'envoyer des armes lourdes, nous nous posons en situation de co-belligérants de cette guerre, avec tous les risques que cela représente, d'être embarqués dans une guerre mondiale sans l'avoir voulu par des effets mécaniques. Je trouve que c'est terriblement dangereux. Alors on va en parler dans un instant, mais c'est vrai que de l'autre côté, évidemment, il y a Volodymyr Zelensky qui, lui, appelle les Occidentaux à leur donner davantage d'armes et des armes plus lourdes. Écoutez. Chaque jour, nous œuvrons pour renforcer notre défense. Cela passe avant tout par l'approvisionnement en armes. Chaque jour, nous nous rapprochons de la situation où notre armée l'emportera sur les envahisseurs, sur le plan technologique et de la force de frappe. Bien sûr, beaucoup de choses dépendent des partenaires, de leur volonté de fournir à l'Ukraine tout ce qui est nécessaire pour protéger la liberté. Et j'attends avec impatience les bonnes nouvelles de la semaine prochaine. Sébastien Maillard, c'est ça la clé, c'est finalement d'arrêter de livrer des armes, mais c'est techniquement impossible. Surtout pas, c'est vraiment la dernière chose à faire actuellement. Je pense que les Européens demain vont montrer au contraire qu'ils sont prêts à continuer à fournir des armes à l'Ukraine pour effectivement qu'elle soit en position de se défendre face à une agression complètement illégitime, injuste et impérialiste contre son territoire. Donc là-dessus, les États sont en train de se déstocker et même après d'aller acheter d'autres armes. C'est là aussi il y a un enjeu. Par contre, effectivement, il ne faut pas qu'on soit dépendant des États-Unis sur nos propres réarmement. Il y a une coordination européenne à faire, des achats communs à faire, et il y a une interopérabilité à avoir pour ne pas effectivement créer une nouvelle dépendance vis-à-vis de l'armement, des industries de l'armement américaine. Mais en revanche, l'industrie d'envoyer des armes à l'Ukraine, c'est tout à fait justifié aujourd'hui pour l'aider à se battre contre la Russie qui ne donne pas du tout le signal d'avoir envie, elle, d'arrêter les combats. Caroline Didier, vous vouliez réagir ? Oui, c'est important effectivement que les pays européens soient soudés et qu'il n'y ait pas une tentative de division qui est voulue évidemment par les Russes et que nous on ait le recul suffisant pour effectivement jouer la carte du calme quand c'est possible, si ça peut avancer sur des négociations, mais en tous les cas avoir des corridors humanitaires systématiques et protéger au maximum les populations civiles. Il y a effectivement le blé, on l'avait dit. Oui, pardon, vous vouliez réagir. Non, en ce qui concerne les divisions européennes, les Russes n'ont pas besoin de faire grand-chose, parce que les intérêts des différents pays sont différents. Bien sûr. C'est vrai que l'Allemagne freine
les livraisons d'armes, en particulier les livraisons d'armes lourdes que réclame Zelensky. Il y aurait des interventions européennes pour dire attention, ne livrez pas de chars, ne livrez surtout pas d'avions. La Hongrie, elle a des intérêts vitaux, c'est les propres mots de Orban, des intérêts vitaux pour son économie d'acheter du pétrole et du gaz russe. Alors justement, je ne suis pas d'accord. On est tout à fait en train de négocier avec la Hongrie pour lui montrer qu'elle peut tout à fait se passer, comme le font d'ailleurs ses voisins, en transfert slovaque, tchèque et autres, pour se passer du pétrole russe. On va l'aider financièrement à revoir ses raffineries. On va avoir un éléoduc qui va aller vers la Croatie. Donc il y a une solution technique tout à fait trouvée pour ne pas qu'elle dépende de la Russie. À quel délai ? C'est l'idée. C'est ça l'important pour Orban, c'est le délai. Eh bien, si c'est tout de suite, pas de problème. Si c'est en 2025, excusez-moi, mais d'ici là, 2025, la négociation, le délai est de 4 ans, je crois. On va revenir sur la question du pétrole, mais d'abord, il y a aussi la question du blé, parce qu'effectivement, vous le disiez, la livraison des armes, c'est aussi une des conditions. En tout cas, Vladimir Poutine a dit qu'il fallait qu'on stoppe l'envoi de ces armes, sans quoi le blé que lui bloque dans les ports serait aussi confisqué. Justement, à ce sujet, il y a beaucoup de blé qui est stocké notamment dans le port d'Odessa. Émilie Broustoulou, quelles conséquences ça a concrètement ? Eh bien, des conséquences dramatiques, vous l'avez dit, la situation devient de plus en plus délicate. Ce port, le port d'Odessa, est complètement bloqué par l'armée russe. Vous le voyez ici. Donc, l'armée russe qui a même renforcé ses positions il y a une dizaine de jours. Et donc, il est quasiment impossible d'exporter le blé russe et ukrainien dans le monde. Seulement, voilà, la Russie est le premier pays exportateur de blé dans le monde, 18%. L'Ukraine, c'est 10%. Et donc, ces deux pays, à eux seuls, représentent un tiers des exportations de blé dans le monde. Alors, concernant un acheminement par voie terrestre, là aussi, vous vous en doutez, c'est extrêmement compliqué. Pour vous donner un ordre d'idée, il faudrait environ 20 000 trains pour aujourd'hui évacuer tout le stock. Et en ce moment, eh bien, c'est impossible. Tous ces stocks sont bloqués dans la mer Noire. Ils sont soit en train de pourrir, soit en train d'être détruits par l'armée russe. Alors, cela étant dit, quels sont les pays qui seraient le plus concernés et le plus impactés par ces blocages ? Alors, je vous ai fait la liste des pays qui allaient être le plus impactés. D'abord, on a l'Érythrée à l'est de l'Afrique qui dépend à 100% de ses exportations de blé en Ukraine et en Russie. Pour l'Arménie et la Mongolie, c'est 99%. Et pour l'Azerbaïdjan et la Biélorussie, eh bien, c'est plus de 95%. Si on élargit cette liste, on se rend compte que c'est surtout l'Afrique subsaharienne, le Maghreb et le Moyen-Orient qui seront impactés. Tous ces pays dépendent à plus de 70% des exportations de blé. Et le Liban, par exemple, qui avait anticipé ces problèmes d'exportation, s'était rapproché de l'Inde pour importer son blé. Sauf que voilà, l'Inde subit une sécheresse sans précédent, vous le savez, et donc a tout simplement interdit ses exportations de blé. Donc là aussi, ça devient de plus en plus préoccupant. D'ailleurs, d'après le programme alimentaire mondial, il y aurait environ 50 millions de personnes dans le monde qui seraient au bord de la famine. Et donc une situation de plus en plus préoccupante et qui devrait continuer à l'être ces prochaines semaines. Merci beaucoup, Émilie. Alors, c'est vrai que là, on a fait le point sur la situation du blé actuellement, mais ce qui est plus étonnant, c'est que Vladimir Poutine, il a vraisemblablement un petit peu changé de position. Il nous disait il y a quelque temps, je bloque le blé sauf si les sanctions sont levées, et on a vu hier que, manifestement, il était prêt à être un petit peu plus aidant. Vous êtes peut-être pas d'accord avec cette analyse ? Je crois qu'il y a eu une mauvaise interprétation. Ce que disait Poutine, c'était le blé peut être livré à la seule condition qu'il puisse être transporté. Pour être transporté, en particulier en Europe, il faut que l'embargo sur les navires russes qui n'ont plus le droit d'accoster dans les ports européens et dans les ports d'autres pays qui pratiquent également les sanctions soit levé, parce que sinon on envoie des cargos avec du blé et ils restent au large des ports. Donc ça, c'est simplement déplacer le problème. Donc il fallait lever cela, c'est ce qu'il disait. Ce qu'il dit après cela, c'est de toute manière, les bateaux étrangers sont libres de quitter les ports ukrainiens et également Mariupol. Mariupol maintenant est à peu près sécurisé, donc il n'y a plus de mines autour, le transit peut se faire facilement. Sur les ports ukrainiens, il y a toujours des mines, mais il y a 2 couloirs qui ont été établis et qui fonctionnent actuellement de 8h à 19h et qui peuvent être empruntés par les navires étrangers.
Sébastien Maillard. Je pense qu'il faut vraiment se méfier de tout communiqué du Kremlin sur ce sujet, comme sur tout autre, parce qu'on a vu effectivement à quoi ce que vaut leur parole. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut aussi trouver des alternatives pour ne pas, de façon, exporter ce blé ukrainien et se retrouver entre les mains des Russes en bon vouloir, tel jour il laisse passer, tel jour il laisse passer, c'est un peu comme quand ils coupent ou ils ferment le gaz en fonction de leurs intérêts. Il y a d'autres alternatives qui sont actuellement aussi étudiées, par exemple par la voie fluviale, ou par la voie terrestre, par la Pologne ou la Roumanie. Voire par le chemin de fer, c'est un peu compliqué parce que l'écart de voie, l'écart des rails n'est pas le même entre les pays de l'ex-URSS et les nôtres. Mais il y a en tout cas d'autres voies à trouver pour effectivement aider ce blé ukrainien à s'exporter. On en a besoin et les pays que vous avez rappelés en ont ardemment besoin. Mais il y a aussi, l'Europe va produire davantage elle-même de blé et de tournesol et d'autres engrais pour essayer effectivement de pallier ces manques. Pierre Verluise, il y a aussi la question du pétrole, parce que le blé c'est une chose, il y a aussi le pétrole et le gaz russe. L'Europe essaye de s'en sevrer, manifestement un accord n'arrive pas à être trouvé pour ça, d'ailleurs on s'était donné 6 mois pour le faire, ça semble être un petit peu compliqué. Est-ce que demain, avec la prise de parole de Zelensky auprès des 27 à Bruxelles, en visio, est-ce qu'on peut réellement avancer à ce sujet, ou est-ce que la Hongrie fera de toute façon toujours barrage? Bien difficile de savoir ce qui va se passer demain, mais... Pour l'anecdote, j'ai recherché dans mon ordinateur récemment et je me suis aperçu que voici 15 ans, avec Céline Mayou, j'ai co-signé un chapitre d'un ouvrage appelé La Russie, dirigé par Mme Sciatoni aux éditions CEDES, qui pointait, voici 15 ans, l'usage géopolitique de l'énergie par la Russie, et notamment les hydrocarbures. Autrement dit, ça fait plus de 15 ans qu'on sait que le pétrole et le gaz sont une arme, un moyen de pression, un moyen de puissance pour la Russie par rapport à l'UE. Donc, on n'en a pas fait grand-chose. Ce qui est assez extraordinaire, l'Allemagne a autorisé la construction de Nord Stream 1, s'est mis sous perfusion directe de la Russie, a construit Nord Stream 2, ça a été un sujet majeur d'opposition, comme chacun sait, et donc nous avons fait preuve jusqu'ici d'une naïveté étonnante. Simplement pour dire une chose, c'est que la Russie actuellement n'a pas coupé le gaz à l'Ukraine. Non, effectivement, pour l'instant, il ne l'a pas fait. Juste, j'aurais aimé qu'on discute un petit peu plus longtemps. Je voudrais quand même avant ça vous remontrer l'image du jour, qui est l'image de Volodymyr Zelensky, qui s'est déplacé jusque dans l'est de l'Ukraine, une région quand même plutôt dangereuse en temps normal, puisqu'évidemment c'est là que la plupart des bombardements ont lieu, les bombardements russes évidemment, et que les combats de rue font rage, notamment dans la région de Severodonetsk. Il est à Kharkiv, le président Zelensky, et il a tenu à s'exprimer en étant aux côtés des combattants et parmi les ruines de la ville. Écoutez. Nous devons trouver de l'argent et des crédits. L'État doit avoir des garanties. Les villes doivent trouver des super projets et de l'argent. Parce que dans ces villes, les gouverneurs et les maires auront plus de chances d'obtenir un programme européen d'aide à la construction des habitations, des programmes d'État et des programmes locaux. C'est une chance de donner un nouveau visage à certains quartiers. Et on va reparler évidemment sur LCI de cette situation et de Volodymyr Zelensky qui est dans l'est de l'Ukraine. En attendant, vous retrouvez Pascal Perry et ses invités. Très bon après-midi sur LCI.